Ngom, le réalisateur de l'émission culturelle L'e-Culture. Et nous avons comme invité à ce numéro Pape Baba Ndiaye. Pape Baba Ndiaye, très connu dans le secteur de la culture. Pape Baba Ndiaye est un produit de l'École nationale des arts, diplômé de l'École nationale des arts, et également produit de l'École nationale de l'économie appliquée, où il a appris les aspects économiques et de développement du secteur de la culture. Pape Baba Ndiaye a été directeur du centre culturel Blaise Senghor de Dakar, un centre culturel régional, et auparavant directeur du complexe culturel Léopold Sédar Senghor de Pikine. Et il est par ailleurs chargé de programmes, de beaucoup de programmes au ministère de la Culture, les grands événements tels que le FESNAC, Festival national des arts et culture, la Biennale de Dakar, la Foire internationale du livre et du matériel didactique. Et Pape Baba Ndiaye a accompagné beaucoup de dynamiques culturelles et a créé même, je me rappelle, en encadrant les femmes entrepreneurs culturels, où plus d'une centaine d'entreprises, de PME culturelles ont été créées quand vous étiez au centre culturel Blaise Senghor. Je me rappelle Fatou Félène Diouf, qui me parle, Yacine Félène Diouf, qui me parle de Yacine Création, et Tina Création également, et beaucoup de femmes entrepreneurs culturels. Et Pape Baba Ndiaye, comment définissez-vous la culture? Quelle est votre perception de la culture? Merci Alassane pour l'invitation. Bon, on a beaucoup partagé, Alassane. Une trentaine, 30 à 35 ans dans le secteur. Bon, vous dans la communication culturelle, moi dans l'animation à la base. Ce qui fait qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises, on s'est beaucoup croisés. C'est le plaisir que j'ai à venir répondre à ton émission. Parce que je comprends qu'en fait, vos questions vont soulever un certain nombre de clarifications dans le secteur. Bon, la culture, bon, moi je ne la définis pas. Moi je la considère comme un secteur central dans les politiques publiques. Un secteur central. Parce que c'est un secteur qui définit les identités des communautés. L'Américain, c'est d'abord son comportement, ce sont ses sentiments, c'est son courage au travail. Le Japonais, c'est sa discrétion, c'est son travail. Pour l'Africain, c'est l'émotion, comme disait Senghor, quoi. Mais en Afrique, nous avons plusieurs sectionnements, en tout cas du secteur culturel, qui fait que le Sénégalais est différent du Burkinabé, le Malien est différent du Ghanéen, et on les voit par leurs attitudes, on les reconnaît par leurs attitudes. Donc la culture, c'est la définition de l'humain, dans ses rapports au monde et dans ses rapports aux autres. C'est ça ma définition de la culture. La culture. Et vous avez vécu certaines politiques culturelles, oui, du temps de Senghor, de Senghor à Diomaye, disons, en passant, oui, par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall. Quelle lecture faites-vous des politiques culturelles au Sénégal? La politique culturelle au Sénégal, bon, effectivement, le Sénégal a joué des rôles importants dans l'échiquier mondial, hein, au plan culturel, du fait de ses dirigeants. Si nous prenons le président Senghor avait pris l'option de mettre la culture au début et à la fin du développement. Parce qu'il avait compris aussi que la culture, c'est l'identité. La culture, c'est tout ce que l'on sait. La culture, c'est nos rapports à la nature, c'est nos rapports aux autres. Bon, il en a fait une ligne de fond de la politique nationale en parlant d'enracinement. Parce qu'enracinement, c'est quoi? C'est les ressourcements dans notre passé, c'est les ressourcements dans nos traditions, c'est les ressourcements dans notre histoire. Et l'ouverture, c'est notre rapport aux autres. Comment on pourra communiquer avec les autres en étant nous-mêmes. Et de ce point de vue-là, toute sa politique a été bâtie sur ça, ce qui a fait qu'il a fait de grands projets, tels que le Grand Musée
le musée dynamique. Il en a fait même un musée dynamique, un musée qui puisse aller à l'encontre des autres. Dans le musée dynamique, pour conserver tout ce qui est patrimoine, objet, patrimoine matériel. Il a créé aussi un département culturel, un département de la culture. Il avait créé aussi la direction des archives culturelles, qui avait mission à regrouper, à conserver, à sauvegarder tout ce qui était son, tout ce qui était image dans notre passé. Donc pour pouvoir peut-être l'utiliser en termes de ressources. Bon, Senghor, c'était aussi tout ce qui est formation. Il y avait la Grande École nationale des arts qu'il avait mis en place pour répondre un peu à l'école de Poto Poto. Oui. Parce qu'en Afrique centrale aussi, il y avait des initiatives de ce point de vue-là. Donc l'École nationale des arts, le Conservatoire national de musique, de danse et d'art dramatique, qui devait véritablement formuler tout notre engagement, formuler toute notre expression relativement au monde, et puis faire de la sauvegarde de nos traditions en termes de musique, en termes de danse, en termes d'art dramatique. Et de ce point de vue-là, Senghor a bâti donc toute la politique publique culturelle de ce point de vue-là. Il a créé aussi des centres d'expression, tels que le théâtre Sorano. Parce qu'après la formation, tout ce qui est sauvegarde dans le domaine du patrimoine, il fallait montrer cela. Et il a trouvé un espace, le théâtre national de Sorano, qui a été un peu la vitrine du territoire, la vitrine culturelle du territoire, et qui était aussi un espace de passage de l'ensemble des étrangers qui venaient pour découvrir le Sénégal, puisque le temps diplomatique est très court, qu'en 2 heures, qu'on puisse présenter tous les aspects du Sénégal. Et à Sorano, il y a eu 3 contenus extrêmement importants, l'ensemble traditionnel, le ballet national, et la troupe dramatique Sera Badral. Voilà. Mais tout ça aussi, c'est dans les lignes de cohérence de la formation. Parce que quand on dit Conservatoire national de musique et de danse et d'art dramatique, on reprend en termes d'expression au niveau de Sorano tous ces groupes-là pour montrer ce que le pays a. Oui. Voilà. Et sur les arts visuels aussi, il y a le fleuron des manufactures. Il y a le fleuron aussi des manufactures des arts décoratifs de Thiès. Ça, c'était pour véritablement proposer, du point de vue des expositions. Il y avait même la Galerie nationale d'art aussi, qu'il ne faut pas oublier. La Galerie nationale d'art, et qui avait un service d'exposition d'art à l'étranger. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que la politique culturelle était bien structurée et n'attendait qu'à être développée. Bon, il y avait aussi de grands événements comme le Festival mondial des arts nègres de 1966, où Senghor, après 6 années d'exercice et de structuration du secteur, a voulu parler au monde. Parler au monde et conjuguer avec le monde. Ce qui a fait que des sommités de la culture sont arrivées à Dakar, et Dakar aussi s'est montré. Dakar s'est montré, Voilà. Et c'est en ce moment-là, d'ailleurs, que Senghor a ouvert la voie pour le rayonnement culturel du Sénégal. Voilà. Vraiment, tout ce que le Sénégal a obtenu, du point de vue de son identité, comme on avait dit au début, que la culture, c'est la définition de l'identité relativement aux autres, dans notre rapport aux autres. Et Senghor a pu peut-être, au cours même de ses voyages, amener ensemble les grands ensembles du pays. Et vraiment, le Sénégal a eu cette aura dont nous bénéficions jusqu'à maintenant. Oui. Et dans cette dynamique, on a l'impression que l'envol culturel du temps de Senghor a été douché par Abdou Diouf à cause des plans d'ajustement structurel. Oui. Après cette approche structurelle, de soutenance des politiques publiques en matière de culture, Senghor est parti, Diouf est arrivé. Il est tombé sur d'abord la sécheresse. Diouf est tombé sur la sécheresse, ensuite sur les plans d'ajustement structurel. Il fallait faire moins d'État. Moins d'État, donc diminuer les investissements et puis s'orienter vers peut-être les investissements
peut-être, je ne dirais pas industriels, mais les investissements de transformation qui devaient aider le pays à se remettre debout, quoi. Bon, les options qui étaient prises du temps de Diouf, c'était de fermer le musée dynamique, de fermer carrément le musée dynamique, de fermer les archives culturelles, et bon, de créer la direction du patrimoine qui devait regrouper et les archives culturelles, la direction du patrimoine, tout le patrimoine muséal devait être véritablement structuré, quoi, à la direction du patrimoine. Ensuite, du point de vue du budget aussi, il y a eu des coupes sombres, hein, ce qui a fait que il y a eu un ralentissement du développement culturel au Sénégal. En tout cas, durant la période Diouf, il y a eu un ralentissement. Bien que le ministère a été conservé, Sorano a continué à fonctionner, effectivement, mais les fondamentaux qui concernent le patrimoine, qui concernent la sauvegarde, les archives, tout ça a été véritablement bloqué carrément, hein, faute de moyens, faute de ressources, quoi. Parce que les ressources ont été orientées vers d'autres secteurs, soi-disant plus productifs. Je pense qu'on en viendra. Parce que la culture aussi, c'est un secteur productif. Hein. Oui. Bon, mais on en viendra plus tard. Oui. Voilà. Et maintenant, le président Wade est venu. Maintenant, le président Wade est venu comme si pour reprendre Senghor, quoi. Parce qu'il a déjà, en venant, parlé des grands projets du président. Oui. Hein? Parce que Senghor aussi, c'était ses grands projets. Il avait des grands projets. Hein? Bon, Wade a parlé des grands projets du président. Hein? Il a commencé par les 7 merveilles. Oui. Les 7 merveilles, c'était la place de la musique. Oui. C'était le monument de la Renaissance. Oui. C'était la place du souvenir africain. Oui. C'était le grand théâtre. Oui. C'était le musée d'art africain contemporain. Oui. Que sais-je encore. Hein? Oui. Il y avait la bibliothèque nationale. La bibliothèque nationale, malheureusement, qui n'a pas pu être réalisée. Oui. Bon, les 5 projets-là ont été finalement réalisés, mais il y a eu, je pense, 2 projets qui n'ont pas pu peut-être être réalisés. Le grand théâtre. Le grand théâtre a été réalisé. Voilà, a pu être réalisé. Oui. Et donc, Wade a voulu reprendre véritablement l'élan de Senghor. L'élan de Senghor. Oui. Bon, il a fait beaucoup d'efforts quand même, hein, beaucoup d'efforts dans les investissements culturels, etc., en mettant en place les infrastructures, voilà, et en créant aussi le deuxième festival mondial des arts nègres, en donnant aussi parce que avec Diouf, il y avait eu les convergences culturelles, et ça on le doit à Diouf, les convergences culturelles de 1992, qui ont abouti à la création du Festival national des arts et cultures, bon, qui est un projet de convergence nationale. C'est un projet pour que le pays converge. Voilà, donc c'est un important projet, et ça, il le faut, je veux dire, on peut le noter pour Diouf. Malgré qu'il y a eu la douche, mais quand même, il y a eu un projet important qui a été créé. Et Wade a donné beaucoup de ressources, il a mis beaucoup d'accent sur le Festival national des arts et culture. Vraiment, il en a beaucoup fait. Voilà. Et surtout, ses acquaintances avec Senghor. Senghor crée Sorano en 1965 pour que Sorano abrite des activités phares du Festival mondial des arts nègres en 1966. Voilà. Et Ablaye Wade inaugure en 2010 le Grand Théâtre. Et le Grand Théâtre accueille des activités phares du 3e Festival mondial des arts nègres. Voilà. Et ensuite est venu le président Macky Sall. Est venu. Bon, lui, le président Macky Sall est venu à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère du développement des nouvelles technologies. On n'était plus aux grandes infrastructures culturelles, parce qu'en fait, la culture, c'est pour échanger. La culture, c'est pour parler à l'autre. Et que les réseaux sociaux et la presse sont les principaux outils que les temps modernes utilisent, en tout cas, pour préserver les identités. Et de ce point de vue-là, je pense que le président Macky Sall a beaucoup fait dans les investissements. Dans le renforcement des budgets, en mettant en place véritablement des budgets spécifiques pour renforcer
véritablement le travail qui a été amorcé par Wade et qui se prolonge avec l'entretien des infrastructures, avec les expressions culturelles. Et il a renforcé les budgets, principalement. C'est ce qu'il faut retenir de Macky. Surtout avec les fonds, 2 milliards pour le fonds du cinéma. Voilà, il a véritablement mis des ressources importantes dans le FOPICA. Oui. Donc le FOPICA, c'est le fonds du cinéma. Il a mis des ressources importantes dans les cultures urbaines, en mettant en place un fonds. Et il a même renforcé le fonds pour l'édition. Je pense qu'il l'a doublé. Bon, je ne suis pas très sûr, mais c'est ce qu'il a renforcé. Ensuite, il y a le fonds d'aide aussi a été renforcé. Le fonds d'aide au développement de la culture, qui a été renforcé. Et Macky Sall, c'est peut-être cela. Voilà. Absolument. Et maintenant, quelles sont vos idées? Que conseillez-vous aux nouvelles autorités? Bon, aux nouvelles autorités... En termes de culture. Aux nouvelles autorités, il faut peut-être regarder le rétroviseur. En matière de culture, il faut regarder le rétroviseur parce que l'identité se construit avec le temps. L'identité se construit. C'est bien avant Senghor même que l'identité culturelle s'est mise en place, quoi. Hein? Les dynamiques culturelles sont en place depuis. Il est clair qu'avec la République, il faut organiser les politiques publiques. Mais la culture et l'identité sénégalaise existent et qu'il faut s'y référer à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du patrimoine culturel, au niveau des territoires. Par exemple, quand on rentre dans Ziguinchor, dans la région de Ziguinchor, c'est clair que du point de vue des identités, il y a des spécificités à récupérer. Donc, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la danse, dans le domaine même de toutes les expressions. Quand on va un peu vers l'est, vers Kédougou, c'est la même identité, mais c'est des variantes qui te ressortent, hein, avec des cultures liées aux dynamiques communautaires. Communautaire, au Bassari, au Tenda et autres. Bon, quand on rentre vers le centre du pays, vers le Bawol, on est en pays Wolof peut-être, et là, c'est des variantes. On est dans le Bawol, quoi. On est dans le Bawol, on est dans des valeurs et des références nouvelles qu'il faudra revoir. Quand on va vers le nord, vers le Wallo, c'est d'autres spécificités. Et ces spécificités-là, elles sont d'ordre musical, d'ordre rythmique, dans le domaine de la danse, d'ordre communautaire, et même du point de vue de la socialisation. Je veux dire, tout ça est gouverné, quoi, par les territoires. Par les territoires. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte de créer les convergences, quoi. Il faut créer les convergences. Maintenant, les convergences, c'est quoi? C'est mettre des événements qui puissent mettre ensemble tout le pays et qui puissent permettre aux identités de s'exprimer. Absolument. Bon, ça, il faut le faire, parce que depuis le Festival mondial des arts nègres, on n'a pas eu ça. Bon, le FESNAC essaie de le faire, mais je pense qu'il faut peut-être donner au FESNAC une envergure qui puisse véritablement mobiliser le pays pour des convergences. Et dans ce sens-là, il faut mobiliser aussi les collectivités territoriales qui comprennent les enjeux de la culture. Les collectivités territoriales, parce que la culture, c'est d'abord les territoires. C'est d'abord les territoires. La culture, c'est les territoires, c'est les productions liées à des sources d'inspiration. Parce que si Youssou N'Dour chante, on ne se réfère pas à Ziguinchor, hein? On se réfère en pays Wolof. Parce qu'il chante tout ce qu'il dit, toutes ses inspirations partent du pays Wolof. Quand on parle de Touré Kunda, mais on sait que la source d'inspiration, donc ce qu'il faut faire, c'est sauvegarder. Quand on parle de Baba Mal, c'est le Nord. C'est le Nord. Donc on ne peut pas échapper à son identité. Et de ce point de vue-là, je pense que les politiques publiques doivent s'occuper des territoires. Maintenant, s'occuper des territoires, c'est d'abord chercher des programmes d'aménagement du territoire. Parce que le territoire, ce n'est pas seulement les routes. Le territoire, ce n'est pas seulement les autoroutes. Ce n'est pas seulement les grandes infrastructures. Mais c'est aussi les sites et monuments historiques. Qui sont gardiens de nos identités. Parce que si les jeunes regardent le rétroviseur et qu'ils ne retrouvent pas les identités, ils se réfèrent à d'autres identités. Les références identitaires, s'ils sont perdus, on les recherche ailleurs. C'est pourquoi d'ailleurs,
les tendances américaines gagnent nos jeunes, quoi. Hein, les gens sont en jeans déchirés, etc. Il y a des problèmes à ce niveau-là. Mais ça, c'est l'État qui doit y travailler. C'est l'argent de la communauté qui doit être investi dans l'aménagement du territoire, la sauvegarde et la préservation du patrimoine à travers les sites et monuments historiques. Parce que les sites là existent. Les sites ont été bâtis par nos ancêtres et repris par nos anciens et nous en héritons. Parfois on les perd, parfois on les entretient mal. Oui. Mais tu donnes souvent l'exemple de Bambey, là, Falum Kagne. Voilà, par exemple, à Bambey, quand on parle de citoyenneté à Bambey, les références, effectivement, on peut avoir des références extérieures. Parce que le citoyen, c'est relativement aux valeurs de la République. Mais la citoyenneté dans le Bambey, on peut lire la citoyenneté à partir des valeurs de la localité. Parce que dans le Bambey, il y a des sites et monuments qui traduisent la socialisation locale. La socialisation locale. Par exemple, le lendemain de la Tabaski, tout le monde se rencontre. On va au Sumpos Ngagne, par exemple. Le Sumpos Ngagne, dans le Bawol, c'est véritablement un miroir pour mettre je veux dire, pour donner les responsabilités aux hommes. Les responsabilités aux hommes. Par exemple, quand on doit nommer un Guelewar, on l'amène au Sumpos Ngagne et on l'interroge. Sump, tout le monde sait que c'est un peu amer. Ngagne, on rentre dans ton identité et on te demande tes avis, on te demande tes sentiments, etc. Sumpos Ngagne. Il y a le cadre Paloukaï, le cadre qui est conservé, tout le monde comprend que le cadre c'est véritablement un arbre millénaire, mais dans le Baol, le cadre a un sens, c'est le cadre Paloukaï. C'est-à-dire quand on doit élire un chef, on va sur le cadre, parce que le cadre c'est la conservation, le cadre c'est la robustesse, c'est la résistance, quoi. Donc, je pense que c'est significatif quoi, de ça. Oui. Mais bon, parfois, quand on en parle, je veux dire, la symbolique perd son sens, parce qu'on n'a pas préservé, on n'a pas su préserver. Et pourtant, dans les autres pays, les gens préservent. Y avait-il un rythme qui accompagnait ça, le kandang? Il y a le kandang, un rythme local qui accompagnait tous les rites de la localité. Il y a même un orchestre kandang, qui regroupe des femmes, parce que bon, vous savez que lorsqu'on travaille le mil avec le mortier et le pilon, à force de travailler, il y a des rythmes qui sont nés et des chansons quoi, qui sont nées véritablement de ces rythmes-là. Et ça aussi, il faut le conserver. Ouais. C'est ça que l'autre peut découvrir chez nous, hein. Mais c'est pas la batterie quoi, c'est pas la guitare qu'on découvre, mais c'est ça qu'on peut découvrir et qui peut peut-être impressionner l'autre et aller vers des valeurs touristiques, quoi. Oui. Voilà. Et il y a également en Inde, il y a le puits de Kalomphal. Il y a le puits de Kalomphal. Ouais. À Kaolack, il y a les cercles mégalithiques. Il y a les cercles mégalithiques. À Saint-Louis, il y a le Guy Sédélé. À Saint-Louis, il y a le Guy Sédélé. Hein? Maintenant, si dans l'aménagement. Et chez vous, chez les Lébou, à Yoff, il y a Mamdiare. Il y a Mamdiare. Il y a Mamdiare à Yoff, il y a sur l'île Madeleine, entre Soumbédioune et l'île Madeleine, il y a le Daour, Mbaye. À Gorée, il y a Koumba Kassel à Gorée. À Rufisque, il y a Mam Koumba Lamb. Il semble même que tout ça, c'est des esprits femmes. Et que c'est le Daour qui est l'esprit homme. Et c'est une famille, quoi. Voilà, tu vois. Tout ça, je vous dis, tout ça, c'est notre rhétorique, quoi. C'est ça qu'on doit se raconter. Et puis c'est ça qui nous maintient dans notre identité. Voilà. Et ça nous rappelle aussi chez les Lébou, la République Lébou, qui est... Même la République Lébou est fondée sur cela. C'est fondé sur les valeurs, hein. Sur les valeurs entre les 3 coins de Dakar. Parce que Dakar, il y a 3 coins cultuels qui sont des références chez les Lébou. Hein. C'est Soumbédioune, c'est Teroubaye Sogui, et le 3e site, c'est vers le port en tout cas. Donc il y a 3 sites
Et les Lébou font tous les rites de Dakar pour protéger la ville, pour donner de l'apaisement dans la ville. Bon, on peut le négliger, mais ça, depuis des milliers, depuis des années, les Lébou le font le culte, quoi. Ouais. Je pense que ça, c'est important. Bon, c'est montrer aussi que, même du point de vue de la formation et de l'éducation, au-delà même des sites et monuments, il y a de la formation au niveau local. Tous les leuls là. Oui, tous les leuls, il faut les regarder comme des instruments d'éducation et de formation pour les jeunes. Oui. Pour les jeunes. Bon, nous avons essayé de reprendre ça. Hein, quand on était à Pikine, on a essayé de le reprendre. Et il y a des dépositaires qui sont venus nous trouver. Et c'est là que nous avons découvert, parce qu'on n'en a pas bénéficié. Oui. Nous, on a bénéficié de l'école française. Mais c'est de là qu'on a compris qu'il y a un certain nombre d'outils de formation que nous avons abandonnés, donc, et que nous avons donné à l'autre, quoi. Je vous dis, nous avons une formation extravertie, quoi. Oui. Plutôt référencée à l'étranger. Alors que, du point de vue de la formation citoyenne, il y a des rites qui portent sur la citoyenneté. Par exemple, pour ceux qui connaissent le Leul, le Thiéli. Dans le Leul, le Thiéli, c'est un... Bon, le Selbé, je ne sais pas comment on l'appelle en français, le Selbé. Bon, le Selbé, c'est un encadreur. C'est un encadreur. Mais il joue le rôle de Thiéli. Le rôle d'un voleur, quoi. Dans le Leul. C'est pour dire que chacun doit préserver son bien et laisser à l'autre son bien. Et le Thiéli était un élément de perturbation de ce système-là. De ce système véritablement de corruption, quoi. Bon, s'il parvient à prendre ton objet, tu perds, si tu n'es pas au courant. Mais si tu es au courant, tu le dénonces, tout le Leul va être organisé autour de ce vol. Pour montrer comment le vol est dangereux. Mais ça, c'est un élément de citoyenneté. Oui. La corruption, c'est un élément de citoyenneté. Donc, dès le bas âge, dans le Leul, on fait comprendre aux jeunes qu'il y a un dispositif social d'équilibre qui fait que ton bien là, c'est ton bien. Il faut bien le préserver, bien l'utiliser. Mais le bien de l'autre, c'est le bien de l'autre. Et personne n'a le droit de prendre le bien de l'autre sans son avis, quoi. Donc, de ce point de vue-là, il y a tout un rituel autour de ça qui fait que si le Thiéli est retenu comme voleur, on le sanctionne publiquement devant tous les enfants pour leur montrer que ça, il ne faut pas le faire. Ok. Voilà. Oui. C'est des éléments de citoyenneté comme ça que je prends au pif. Oui. Mais tout ce qui a été fait, même il y a des éléments d'environnement. Par exemple, il y a dans les champs. Moi, le champ Kassak là, moi je pensais que le champ Kassak, c'était un champ qui était agréable, qui permettait l'animation. Non, le champ Kassak, chaque champ avait une fonction dans la maîtrise de l'environnement. Chaque champ. Par exemple, un champ sur le Sendjei, c'est une plante. On peut avoir quelques refrains, quelques expressions. Par exemple, une expression quand on dit Sendjei Mbarawai, Sendjei Mbarawai, Sendjei Fala Laman Ndiaye, oh Mbarawai. Donc de ce point de vue-là, le Sendjei, bon, parce que le chant il est écrit, il est écrit par des experts du Leul qui connaissent l'environnement, qui maîtrisent les différents avantages des plantes, etc. Et qui tracent les chansons en fonction de cela. De ce fait, si le gosse apprend la chanson, il a un rapport à la nature, quoi, qui est organisé. Il comprend les arbres. Il sait d'abord qu'il ne faut pas les couper. Pour les couper, il faut demander la permission à l'arbre. Okay. Demander la permission à l'arbre. Vous vous imaginez que l'arbre est une créature comme l'homme, quoi. Et de ce point de vue-là, l'arbre a des vertus qu'il faut préserver. Parce que il y a un échange, quoi, qui est fait avec la nature. Et de ce point de vue-là, on le perd avec le Leul. On le perd parce qu'on ne s'en occupe pas. Le Leul, ce n'est pas seulement l'acte médical, mais c'est toute la formation dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la sociologie, même dans le respect familial. Il y a des scènes, quoi, qui traduisent cela. Il y a des scènes qui amènent l'enfant à avoir du respect pour l'ancien. Comme dans l'armée. Oui. C'est pas l'armée. Bien avant l'armée, je pense que dans les Leul, les gens le faisaient.
Oui. Hein, le respect de l'autre, le respect du père, le respect de l'oncle. Je veux dire, la différenciation sociale est expliquée dans le lël que l'enfant, en grandissant, parce qu'il devient adolescent, il va entrer dans la case de l'homme, il va comprendre la hiérarchie sociale, quoi. Oui. Donc tout ça, Oui. on ne l'a pas écrit. Tout ça, on le perd. Mais tout ça, c'est des choses à sauvegarder. Oui. Et même les gens nous disent parfois que, c'est obligé de le dire en wolof, quoi, que Joola yi wala ñi nekk ci biir forêt bi ñoom seen kàddu du deñ quoi. Mais boo nekkul ci forêt bi sa kàddu day woyof quoi. Mais loolu c'est lié à ça. C'est parce que là-bas ils ont conservé les lël. Ils ont pu conserver les lël pour des éducations fortes. Plus tu vas vers le nord, le lël est abandonné. Plus tu vas vers le nord, mais les lël existent surtout dans les zones de forêt, quoi. Oui, oui. Voilà. Et donc, dans la protection, dans la divination, il y a énormément de choses, quoi, qui sont dans le lël. Moi, j'en ai découvert, quoi. Oui. Moi, j'en ai découvert. Donc, ça forme l'homme. Ça forme le citoyen. Le citoyen, oui. L'homme d'abord, oui. Et le citoyen ensuite. Parce que le citoyen, c'est quoi? C'est le rapport aux autres. Le citoyen, c'est dans le rapport aux autres. Mais l'homme doit se connaître d'abord, se maîtriser, etc. On a même eu dans le domaine de la santé une expérience qu'on a eue dans les lël qu'on faisait. Bon, quelqu'un qui nous venait de Touba, qui nous a dit, moi je pensais que le lël c'était terminé, moi je suis un expert du lël, bon, est-ce que vous voulez bien m'intégrer quoi dans votre lël? Il s'appelle Cheikh Lo. Que Dieu que paix à son âme. Cheikh Lo, il est venu nous offrir ses compétences, quoi. Oui. Mais tu sais, Cheikh Lo, il a pu nous démontrer qu'on peut faire de l'anesthésie par le verbe, quoi. Oui, oui. Parce que l'anesthésie, quand on faisait l'anesthésie là, dans les temps anciens, pour le lël, il n'y avait pas de sérum pour l'anesthésie. Il n'y avait pas de sérum, mais les enfants étaient anesthésiés. Il nous a démontré ça avec un enfant qui a été coupé, bon, mais en accord avec le médecin déjà, oui. Parce que le médecin ne voulait pas au début, quoi. Parce que le vieux a dit, bon, moi je peux faire des, comment on le dit, des jats, non? Voilà, je peux faire des jats sur tous les enfants. Après, bon, vous les coupez, quoi, ils ne vont pas le sentir. Le médecin a dit, non, moi je ne prends pas ce risque-là, hein, etc. On a discuté. Il y a eu un parent qui a voulu faire l'expérience avec son enfant. Et on a démarré avec son enfant, Maf. C'est le petit-fils de Maf. Oui, oui. Ah. Mais il a fait les incantations. Et puis, bon, on n'a pas fait. Le gosse n'a même pas compris qu'il était coupé, quoi. Et l'anesthésie dure 8 jours, hein. Ce n'est pas des anesthésies de 3 semaines, là, comme dans nos opérations. C'est des anesthésies qui durent durant la période de convalescence, quoi. Oui, c'est vous imaginez? Mais ça, on l'a perdu. Parce que quand on parle généralement, on parle de dépositaire, on parle de qui vivant. On le disait au ministère souvent. Là. Trésor humain vivant. Mais les trésors humains vivants, là, ils disparaissent. Oui. Parce que le trésor, il est là parce que quand on a la malle qui est pleine, quoi. Mais quand le trésor disparaît avec la malle, on n'a plus rien. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Donc, oui. Dans les politiques publiques, tenir compte de l'aménagement du territoire avec les sites, c'est important, avec les sites dans l'aménagement. Tenir compte des sites et monuments dans leur signification sociale. Parce que autant on se bat pour la République, avoir une citoyenneté républicaine, etc., autant dans nos traditions, oui. Il y a des valeurs solides qui travaillent dans le même sens. Oui. Il vaut mieux avoir les deux plutôt qu'avoir l'un. Ah oui, oui. Ah oui, donc les sites comme lieu de mémoire. Comme lieu de mémoire. De préservation. De préservation et de sauvegarde de nos valeurs et de promotion des valeurs. Oui. Mais ça, si on ne le fait pas, non seulement on perd l'identité, mais on apprend de l'autre, quoi. La citoyenneté nous viendra de l'autre. Ah oui, parce qu'on n'a pas les et c'est ça qui entraîne ce qu'on appelle aliénation. Les aliénations. Acculturation. Et plus grave encore, ça évite les convergences, quoi. Parce que les gens veulent l'unité nationale. Mais le ciment de l'unité nationale, ce n'est pas l'économie. Hein? Parce que l'économie, là, c'est quelque chose de matériel, quoi, qui va... Par exemple, le pétrole, un jour, on va dire le pétrole, c'est épuisant. Hein? Il faudra en trouver d'autres puits. Mais l'immatériel, c'est éternel, quoi. Les valeurs immatérielles sont éternelles.
Les valeurs immatérielles sont éternelles. Les valeurs identitaires. Les valeurs identitaires sont éternelles. Donc il faut les sauvegarder, il faut les préserver, il faut en tenir compte dans les politiques publiques. Il faut les organiser. Il faut mettre des investissements là-dedans, quoi. Oui, mais voilà. Baba, ce que tu dis, c'est extrêmement important. Surtout vous êtes le coordinateur régional de l'ONG ACAPES, oui, qui promeut l'éducation. C'est extrêmement important. Par exemple, un exemple de patrimoine immatériel, c'est le cousinage à plaisanterie ou la parenté à plaisanterie. Par exemple, c'est de l'immatériel qui fait converger, qui consolide des relations, oui, de convivialité, de familiarité entre différentes ethnies. Et personne n'y échappe. Oui. Les Sonko n'y échappent pas, parce que les Sonko, peut-être, c'est avec les Badji qu'ils vont faire ça. Les Tcham, c'est avec les Lei qu'ils vont faire ça. Mais ça a été tissé par nos traditions. Ce n'est pas des inventions, hein. Ça a été tissé par nos traditions pour équilibrer notre société, quoi. Notre société. Maintenant. Et ça donne ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Qui est en vogue. Alors que dans notre tradition... Dans notre tradition, il y a ça. Il y a ça déjà. Il y a ça déjà, même dans nos façons de manger. Aujourd'hui, c'est des plats de... Bon, chacun prend son plat, on est autour de la table, quoi. Mais au début, c'était pas ça. C'était la calebasse. Tout le monde y mettait la main, quoi. Mais cette unité-là, elle est importante. Ouais. Mais nous, on l'abandonne, quoi. On l'abandonne. Parce que le fait de manger ensemble, dans la maison, que le père mange, après il va se coucher, après l'enfant qui est venu en retard là va manger. Mais ça, c'est la dispersion. C'est la dispersion. Même la religion nous dit qu'il faut manger ensemble, que le père soit là. Parce que le temps de l'alimentation, c'est un temps de communication aussi. C'est un espace de communication. Communication, d'échange, oui. Mais nous, on perd les espaces de communication, même dans la famille. Quand on les perd dans la famille, mais nécessairement on les perd dans la société. Parce que la structure de base de la société, c'est la famille. C'est la famille. Dans les grands pays, là, mais on tient compte de la famille. Hein. Dans les grands, il n'y a pas un pays qui ne tient pas compte de cela. Un pays développé, quoi, je veux dire. Mais chez nous, on abandonne tout, quoi. Donc la famille, elle est dispersée. Dispersée par les habitudes, par la perte des habitudes de manger ensemble, même de faire les coupes de stylisme et de modélisme ensemble. Parfois, tout ça, ça joue, quoi. Parce que quand on était enfant, c'est papa qui allait au marché avec maman, nous acheter les mêmes habits. Mais les frères qui grandissent avec les mêmes habits, mais ils grandissent avec les mêmes habitudes. Ils savent qu'ils ont des liens, quoi. Mais si au début, là, bon, quelqu'un dit que moi, là, parce que je ne porte rien. L'autre dit, bon, il y a un événement dans la famille, on ne porte pas, quoi. Tout ça, c'est des éléments de dispersion. La couture, le stylisme, là, bon, du point de vue artistique, c'est extraordinaire, quoi. Mais du point de vue social, il y a des rôles que la couture, que le stylisme joue. C'est pas pour rien. La dernière fois, j'ai vu le président Ousmane Sonko, quoi. Lorsqu'il voulait faire un discours aux Français... À l'université de Dakar. Mais il s'est occupé de l'identité. Oui. Ce qu'il a apporté là. Oui. Mais c'est significatif. C'est significatif. Mais est-ce qu'il ne faut pas l'élargir? Parce que eux, ce sont des leaders, quoi. Il faut que les gens s'y référencent. Comme au Burkina, on a pris le Faso d'Anfari. Mais au Sénégal, c'est quoi? C'est peut-être ta chemise, bon, c'est ma coupe, quoi. Les gens... Ils s'individualisent, quoi, dans les coupes. Alors que non, il faut communautariser les coupes. Il faut les communautariser. Parce qu'à l'école primaire, les gens disent qu'il faut les tenues, quoi. Même en France, ils vont sortir la loi sur les tenues. Quand les enfants ont les mêmes tenues, mais ils auront un peu... En tout cas, on va jouer un peu sur les mêmes habitudes, quoi. Donc, pour sauver notre société en perte de valeur, etc., il faut revisiter et revivifier le patrimoine. Le patrimoine. Ça, c'est essentiel, quoi. Les politiques publiques, sans cela, c'est bien, quoi, l'économie. Mais l'économie ne réunit pas tout le monde. Au contraire, ça, les gens ont des divergences. Parce que, bon, la grande société, là, qui a les grands bénéfices, même si c'est piloté par le Sénégalais, ces rapports avec le travailleur, c'est souvent des rapports assez difficiles. C'est des rapports de classe, quoi. Mais les rapports sociaux, les rapports traditionnels,
le directeur de la société là, quand il descend dans la famille là, mais il n'est plus directeur de société. Il est membre d'une famille, quoi. Il est membre d'une famille quelconque. Ou bien il est membre d'un coin, quoi. Hein? Parce que je vois que, par exemple, à la Médina, il y a une tradition qui est installée, c'est la tradition des grandes places, quoi. Bon, nous, on est ensemble parce qu'on est tout petit, après on grandit, on est ensemble. Après, bon, quand on devient adulte, avec le travail, les gens se regroupent les dimanches, quoi, pour se voir. C'est ça les grandes places, quoi. C'est des voisins qui n'ont plus le temps de se voir, mais qui s'aménagent des espaces, 10 grandes places, quoi, dans la Médina, là. Oui. Mais ces grandes places-là sont déterminantes dans la société médinoise. Déterminants. Parce qu'il y a beaucoup d'opinions qui passent là-bas. Oui. Enfin, quand il faut faire des élections, les gens se parlent. Les gens échangent d'abord, quoi, dans les grandes places. Oui. S'opposent dans les grandes places, mais les grandes places influent sur la vie sociale. Et c'est des espaces de socialisation? C'est des espaces de socialisation. C'est des espaces de socialisation. Bon, maintenant, les gens qui perdent les grandes places, ils se retrouvent chaque mois peut-être, par exemple, les gens de Pikine peuvent se retrouver, les dômes Pikine, quoi, se retrouvent les dômes Médina. Mais tout ça, il faut dire que c'est des résistances. Non, c'est des résistances que les gens font. Parce que face à la perte des identités, les gens créent d'autres espaces pour se voir, quoi. Ouais. C'est de la résilience, en fait. Absolument. C'est de la résilience. Ouais. Parce que sinon, on ne verra plus nos voisins, on ne verra plus les gens avec qui on a partagé les identités. Des amis d'enfance. Des amis d'enfance. Après, finalement, la vie n'aura plus de sens, quoi, finalement. Ouais. Finalement. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, la culture et les politiques publiques, il faut s'en occuper à partir de notre identité, revoir les questions des territoires, parce que le territoire aussi, c'est pour habiter, effectivement. Le territoire, c'est pour la mobilité, c'est pour les routes et autres. Le territoire, c'est pour les infrastructures qui font manger, c'est pour la santé et tout ça. Mais tout ça est sous-tendu parce que l'homme, ce qui détermine l'homme, quoi. Ce qui détermine l'homme, ce sont ses racines, c'est son passé, etc., quoi. Et puis on ne peut pas le corriger sans ça. Sinon, on le corrige pour un temps, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça mon avis sur la culture. Bon, c'est dire aussi que la culture, c'est hyper important, quoi. C'est hyper important. Je pense que tous les grands pays qui se sont développés à partir des axes culturels, quoi. Ils ont fait de la production culturelle, hein, parce que les Américains, c'est les plus grands producteurs culturels du monde. Hein. C'est pourquoi ils nous influencent. Okay. Parce que dans le rapport entre les civilisations, les civilisations qui ont le mode de production culturel le plus efficace et le plus utile gagnent les grandes batailles, quoi. Okay. C'est pourquoi d'ailleurs dans le marché, les produits concurrence, hein, mais les produits les plus utiles, les plus en adéquation avec la vie, prennent le dessus. Et celui qui achète là, il achète en rapport avec ses croyances passées, mais avec l'utilité aussi en même temps. Donc finalement, il y a des critères, quoi, qui entrent dans ça. Et on rentre de plein pied ça dans l'économie, hein, en parlant de ça. Oui. Parce qu'on ne peut pas faire de la culture sans production. On ne peut pas faire de la culture sans production. Il faut créer le mode de production. Maintenant, le mode de production, c'est dans l'économie culturelle qu'il faut le monter. Parce que la culture, ce n'est pas seulement le mécénat. Hein, parce que le Sénégal, depuis Senghor jusqu'à Diouf, jusqu'à Wade, c'est le mécénat d'État, quoi. Parce que quand on dit Senghor, toutes les infrastructures ont été créées par Senghor, quoi, par l'État du Sénégal. Pour Wade, c'est la même chose. Pour Macky, l'argent, il faut mettre, etc. Je pense que le paradigme qui doit changer, c'est de renverser la tendance, quoi. Comment renverser la tendance? Mieux responsabiliser les initiatives entrepreneuriales dans le secteur culturel. Mm-hmm. Sinon, ça, si on ne le fait pas, c'est le mécénat qui va continuer. Et le mécénat, c'est les subventions, ça ne développe pas. Ça ne développe pas. Alors que si on responsabilise l'entreprise culturelle, il se met à l'endroit pour produire. Il produit pour le pays. Le pays, il gagne du point de l'identité. Le pays, il gagne du point de vue des échanges économiques. Le pays, il gagne du point de vue de l'emploi même, l'emploi des jeunes, avec eux, hein? Okay. Même dans la formation, avec eux, quoi. Je veux dire, c'est tous les paradigmes qui changent, quoi. Okay. Mais si on continue comme ça, le mécénat, ça ne marche pas. Okay. Bon, ça peut marcher un temps, on peut faire de gros événements et tout ça, mais on n'est pas dans le développement culturel, quoi. Okay. Parce que dans les autres pays comme les États-Unis et autres, les gens sont dans la production, hein.
dans la production culturelle, carrément. Oui. Donc Voilà. plus de production cinématographique, plus de production théâtrale, plus de production musicale. Mais Oui. structuré et véritablement, même la participation au fisc. La culture doit participer au fisc. Hein? Ah oui, hein? Bon, les gens, souvent, les artistes, c'est la subvention. Non, on doit nous aider. On doit nous donner. Non, on doit nous donner. Mais qu'est-ce que tu donnes, toi? Ah oui, hein? Qu'est-ce que tu donnes? Parce qu'on ne te paye pas pour chanter. Tu chantes parce que tu es un producteur de chant. Et tes chansons-là doivent être organisées. Et c'est les chansons qui payent, quoi. C'est les chansons qui doivent payer. Ce n'est pas l'État qui doit te payer à chanter. Mais si on te paye à chanter là, mais on n'est plus dans une dynamique économique. Bon, c'est comme ça, quoi. Maintenant, l'affaire est tellement désorganisée, de sorte que même les artistes ne sont pas tenus en compte, quoi, dans les espaces économiques. Pas tenus en compte. Par exemple, si je prends l'exemple de la lutte. Je prends l'exemple de la lutte. Dans la lutte, si on fait la chaîne de valeur lutte, il y a des valeurs de sport, quoi. Sport, athlétique, etc. Boxe, tout ça. Oui. Mais quand on rentre dans les vraies valeurs de la lutte sénégalaise, ce qui fait que la lutte est sénégalaise, c'est dans les aspects culturels, c'est dans le chant, Oui, c'est dans la danse, Oui. c'est dans la percussion, Oui. adieu, Oui. c'est dans l'accoutrement, c'est dans les incantations. Oui, C'est absolument. ça qui en fait l'attraction, quoi. Oui. Mais c'est la partie la moins payée. Non, c'est la partie la moins payée. Et pourtant, le package est vendu. Le package est vendu dans les PowerPoint, là. On dit PowerPoint? Non, non, Oui, c'est comme ça. Perpète. Hein? Perpète, je pense. Perpète, oui. ouais. De toute façon, le Sénégalais qui est là-bas, là, ou bien le Japonais qui veut voir de la lutte sénégalaise, bon, il paye, quoi. Mais quand il paye, là, ce qu'il regarde, c'est pas c'est pas la chaîne de valeur athlétique. Non? Oui, et Eux, ils physique savent, de quoi. combat. Oui. Mais c'est la chaîne de valeur culturelle Oui. qui est inclus dans la lutte, quoi. C'est inclus, hein? C'est inclus. C'est-à-dire, si ça quitte la lutte, on n'est plus dans la lutte, quoi. On n'est plus dans la lutte sénégalaise, telle que perçue. Oui. Voilà. Et il y a même des amateurs qui vont à la lutte parce qu'il y a des chants qui les bercent, parce qu'il y a des rythmes, Oui. des bacs, Oui. il y a, etc. J'ai même convoqué dans mon bureau, hein, quand j'étais à Blaise Senghor, j'ai convoqué Ndikou Thioune. C'est madame la ministre là, qui me les avait envoyés, Safiatou Ndiaye Diop. qui dit Baba est en train de faire de l'économie, allez le voir, quoi. Bon, j'ai dit au Ndikou là, quand ils sont arrivés, Ndikou est arrivé, quelqu'un qui est maintenant, il n'est pas décédé, mais je pense qu'il a l'AVC. C'est le percussionniste là, qui Thiam, c'est pas Thiam. Ah, Babou Ngom. Babou Ngom. Babou Ngom. Aussi est venu avec elle, quoi. Oui. Quand ils sont venus, je les ai dit, mais vous là, combien vous percevez, quoi? Combien vous percevez dans le partage? Ils me disent quel partage? Mais je leur dis, mais vous êtes dans un marché. Vous êtes dans un marché où un produit se vend avec des sponsors, quoi. Ils ne savaient pas ça, ils étaient dans un marché. Après, je lui dis, mais quel est ton rôle dans le marché? Il dit, non, man, je bats le tam-tam de 14h à 19h. Maintenant, qu'est-ce qu'on te donne? Il me dit parfois, j'ai 1 million. Je dis 1 million. Maintenant, le 1 million, là, tu le partages avec tous tes gars, là. Après, le transport, c'est dedans. Hein? Ton mois, là, c'est dedans. Mais pourquoi à côté, le lutteur a 100 millions, quoi? Mais ça ne te dérange pas? Le lutteur a 100 millions. Lui, de 14h à 19h, toi, tu fais une compétence, hein? Tu fais une compétence. Oui. Tu fais le tam-tam pour lui. Oui, prestation. Et c'est une prestation. Lui aussi, il fait une prestation. Il se bat avec quelqu'un, là, après il tombe. On lui donne 100 millions, on te donne 1 million. Ça ne vous dit rien, là. Après, j'ai dit à la dame, toi, qu'est-ce qu'il a? Non, moi, on me donne, mon argent, parfois, on le donne à mon mari. C'est le désordre. Mais je leur dis, ce qu'il faut faire, est-ce que vous pouvez faire la grève, quoi? La grève, c'est-à-dire, vous vous mobilisez, vous dites qu'on ne chante plus, qu'on ne tape plus. Oui. Et puis faites-le en surprise, quoi. Un dimanche, rek. Oui. Un dimanche, rek, à 17h, nga xam duñu am temps wuti benen teugkat, benen waykat. Ngeen ñun waye ñu teug ñu. Mais lamb du am. Kon yeen dañ leen wara fay à juste titre. Maintenant pour ñu fay leen, pour qu'on vous paye, il faut vous structurer. Il faut aller vers l'entreprise.
il faut venir avec la personnalité morale de l'entreprise de percussion. Devant le promoteur là, tu lui dis attends, moi j'ai mes gars là que je paye par mois, hein. J'ai le fisc que je paye, hein. Quand tu me donnes l'argent là, après demain fait état, hein, etc. quoi. Oui. Vous vous organisez et vous êtes maintenant en négociation. Oui. C'est peut-être 10 millions le dimanche, peut-être. Si vous avez 40 millions le mois là, avec 4 luttes, mais vous en sortez. Absolument. Et puis du point de vue de la performance, vous êtes plus performant. Absolument. Parce que vous avez de bonnes batteries, vous êtes autonome quoi. Absolument. Avec votre voiture, on vous attend, etc. Absolument. Mais puis vous êtes dans un Ndiaye là, avec les risques qu'il y a, tu vois. Aussi, c'est pour montrer que si on met la culture en économie, on y gagne quoi. Oui. C'est pourquoi aux États-Unis, l'État protège les artistes. J'ai même essayé avec certains ministres, quoi, je ne vais pas leur dire leur nom. Oui. Ce que j'ai expliqué là, je l'ai expliqué à des ministres pour leur dire qu'il y a une partie de la communauté artistique à sauver quoi. Oui, oui. Parce qu'ils sont dans un système où ils sont exploités. Il faut les formaliser, puisque le ministère, je veux dire le CNG a la délégation de pouvoir de l'État à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui. Aller voir le ministère et leur dire mais attends, il faut négocier autrement les choses. Hein. Ah oui. Mais quelqu'un a 100 millions, quelqu'un a 1 million. Alors du point de vue même du dispositif, le gars là, il a son écrit qui le poursuit dans le bac. Ils sont 15, mais ici ils sont 15. Ils sont 15. Voilà. Absolument. Qui est le leader, Je vous dis ça. Ça me fait mal quoi. Ah oui. C'est pourquoi moi je sais qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Absolument. Et puis c'est pas dans le seul secteur, hein. Il y a beaucoup de secteurs où les gens sont lésés. Ils sont lésés. Ils sont lésés. Même on peut même aller jusqu'à, parce que moi je pense aux bongoman quoi. Ah oui, ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Même les bongoman, ils viennent, ils recherchent les événements, ils y entrent de façon informelle. Après, est-ce qu'on va leur donner? Parfois, on leur dit même, ouais, vous nous fatiguez, ouais, attendez. Ouais. Hein, attendez. Oui. Pendant qu'ils ont déjà fait la prestation. Oui. Oui, en général, c'est comme ça. Pourquoi ne pas on les fait attendre. L'État pourrait organiser toutes les interventions culturelles, les structurer et demander à ces bongomans-là de se formaliser. Oui. Quelqu'un qui a besoin d'un bongoman là, tu as un événement, tu as besoin d'un bongoman, tu téléphones, le gars, il vient. Mais le prix, c'est temps. Et de ce point de vue-là, oui. On pourra préserver même du fisc là-dedans. Oui. On pourra préserver l'IPM là-dedans. Oui. La responsabilité santé là. Mais c'est ça. Absolument. Parce que si le bongoman a 4 manifestations dans le mois, ça lui rapporte 200 et quelques mille. Mais les 200 et quelques mille là, il sort le fisc, il sort l'IPM. Après, il continue à jouer. Pourtant, c'est des choses simples hein, qui sont pratiques dans les pays. Hein. En France, on ne peut pas faire une prestation sans être payé, c'est pas possible. Ah oui. C'est pas possible. Donc c'est un peu ça dans l'économie de la culture. Il y a des associations professionnelles de la culture. Aussi, voilà. Elles doivent aider les artistes. Les artistes à se formaliser, à s'organiser. Ah. Même l'État gagnerait, hein? Parce que imagine-toi, si on prend l'ensemble des intervenants culturels là, bon, ils sont dans un métier, hein? Soit c'est des batteurs, soit c'est des danseurs, soit c'est des chanteurs, soit c'est des interprètes. On est d'accord quoi? On va vers la SODAV, quoi. Mais ces intervenants-là, les temps d'intervention, c'est des temps d'emploi, non? Ouais. C'est des temps d'emploi, mais qui ne sont pas comptabilisés. C'est des temps d'emploi qui ne sont pas comptabilisés. Donc de ce point de vue-là, à l'heure où l'État fait l'évaluation des secteurs, nous on laisse là les emplois. On va avec quelques leaders, quoi. Okay. Mais le résultat, c'est quoi? C'est la subvention. L'État va dire non, il faut donner la subvention. Alors que si on formalise tout, on met les emplois, on met les statistiques. On commence à donner au secteur, quoi. C'est vraie valeur, quoi. Non, ça, c'est important. Voilà, donc tout ça... C'est aussi le rôle de la SODAV, d'accompagner, de collecter, de percevoir et de distribuer équitablement. Ça, pour les artistes. Ça, il faut de la transparence dans le travail. Il faut de la transparence. Oui. C'est la transparence. Oui. Il faut de la transparence dans le travail. Bon, il faut aussi que la communauté artistique s'organise à la contribution, quoi. À la contribution hein, aux ressources nationales. Parce que tous les secteurs là, sur lesquels
l'État investit, l'État tient compte des indicateurs de développement de ces secteurs hein, pour y mettre l'argent de la communauté. Okay. C'est comme ça. Hein. Dans une maison, on est 4 frères là. Les 3 travaillent, l'autre ne travaille pas, fait le thé à la maison. Mais au moment du bilan là, on lui dira, bon, donnez-lui 5 000 rek, c'est bon quoi. Mais c'est ceux qui travaillent, qui soutiennent la maison. Donc on doit faire en sorte de soutenir la maison. Et on est assez nombreux dans la maison, on est assez utile. Si demain on disait qu'il y a une ville morte culturelle, il y aurait des problèmes. Hein? Ville morte culturelle. Pas de culture dans les télé, rien du tout, ville morte culturelle. Les gens ne peuvent pas seulement faire les émissions quotidiennes, c'est pas possible. Oui. Il faut y mettre de la musique, il faut y mettre de la danse. Tout ça, ça apaise, oui. Ça contribue aussi à l'unité nationale. Mais la culture ne joue pas ça. Oui. Et ça, ce sont les politiques publiques qui doivent organiser le secteur, faire en sorte que ce secteur-là soit utile, comme l'avait dit Stanley Jevons, oui. Qui a fait que le capitalisme a fait un grand bond là, jusqu'à peut-être devancer quoi, nous les gens de la gauche. La valeur utilité. Il a créé dans l'économie la valeur utilité. Utilité. Mais la culture n'a qu'à voir sa valeur utilité dans la communauté. Puis on verra son importance, etc. Voilà. Ok, donc, merci Pape Baba Ndiaye, administrateur culturel, chargé de beaucoup de programmes au ministère de la Culture et qui a été, comme je l'ai dit tantôt, directeur du Centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar, directeur du complexe culturel de Pikine et actuellement coordinateur régional de l'ONG ACAPES qui s'occupe de l'éducation. Et Papa Ndiaye, votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, c'est des remerciements parce que avec Alassane, toi aussi, tu es un leader hein, du secteur culturel. Pour moi, le journaliste culturel, c'est toi, quoi. Parce que depuis que je t'ai connu, depuis tes débuts à Sud, tu n'as pas lâché le secteur. Hein? Tu fais de la production. Comme on disait tout à l'heure, la production, tu fais de la production. Tu produis un journal, le patrimoine. Tu produis des événements. Mais c'est ça la production. Et finalement, l'identité Alassane, ça renvoie à ça. Lorsque je regarde Alassane, je vois le patrimoine, qui est un journal important, un journal de référence, qui s'est internationalisé. Si je vois les événements culturels que tu crées, je pense, toi aussi on doit te préserver, tu es un dépositaire, hein? Tu es un patrimoine humain, hein? Tu es un patrimoine humain vivant qu'il faut préserver. Et donc si tu m'appelles, tu m'as appelé comme ça, hein, sur le vif. Absolument. Bon, moi je viens comme ça sans préparation, mais bon, puisque ce que je dis là c'est dans mon parcours, bon, je ne le cherche pas, quoi. Je le dis comme ça et ça vient comme ça. Mais il y a possibilité aussi à structurer ça, il y a possibilité de le structurer, il y a la possibilité aussi il y a une disponibilité quoi, à ce qu'on travaille tous ensemble, avec les autres hein, qui ne sont pas identifiés, pour qu'on fasse en sorte que les politiques publiques en matière de culture soient efficientes et efficaces quoi. Et puis permettre au pays aussi de se défendre, parce qu'on est dans un monde assez ouvert, avec les nouvelles technologies. Bon, il faut se protéger. C'est la culture qui protège. Hein? Mais il n'y a rien d'autre, il n'y a aucun autre secteur qui protège que la culture. Parce que la culture interpelle les consciences, interpelle véritablement l'humain, quoi, dans son intégralité. Donc protégeons-nous avec notre couverture culturelle, quoi. Okay. Merci beaucoup. Voilà. Protégez-nous avec notre couverture culturelle. Belle expression. Merci Papa Ndiaye. Merci Abdourahmane Ngom à la réalisation. Nous remercions également Seynabou Keïta et Boubacar Mbodj qui sont dans l'équipe de réalisation de l'émission Li Culture. Merci beaucoup. Merci.